Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Excellente matinée en notre compagnie. Je suis heureuse de vous accompagner jusqu'à 10 h du matin. Aujourd'hui, comme chaque jeudi, nous sommes le jeudi 15 octobre. Nous serons en compagnie de Aïda Mechri dans un tout petit moment dans sa rubrique psychologie. Aujourd'hui, elle parlera donc des femmes atteintes du cancer. Nous en avons beaucoup parlé ce mois d'octobre. Nous allons continuer à le faire avec Aïda. Cette fois-ci, elle aura choisi pour thème le vécu des femmes atteintes de cancer. Nous répondrons à certaines interrogations et donner surtout de l'espoir à ces femmes qui souffrent au quotidien. Nous recevrons aussi une nutritionniste. Il s'agit de Linda Omnia qui viendra nous parler de la bonne hygiène de vie. Oui, comment bien sûr vivre quand on a une pathologie et comment aussi s'adapter, adapter notre nourriture et surtout notre mode de vie. Nous aurons aussi à revenir sur la journée internationale de la canne blanche. Et oui, ça se passe partout dans le monde. Nous aurons à cet effet par Skype monsieur Amirouche Nordine, dit Nounou. Nous l'avions reçu plusieurs fois sur nos plateaux pour nous parler de cette opération de solidarité. Il rassemble des fonds pour justement accompagner les non-voyants, les malvoyants et surtout donc leur offrir des cannes blanches justement et d'autres appareillages. Nous allons être avec lui en direct tout à l'heure et il nous parlera de ces opérations. Et Rahim Abdelaziz dans sa rubrique, il viendra aussi nous parler du pistachier de l'Atlas, encore une fois, à retrouver nos essences et surtout nos espèces bien de chez nous. Il nous parlera donc de cette région et surtout de l'Atlas avec ses espèces. Nous parlerons également, nous recevrons une représentante de la cellule de communication donc de Sonelgaz pour nous parler donc de l'échéancier, oui, et les modes de paiement qui ont été mobilisés pour à cet effet bien sûr. Elle nous parlera donc de toutes ces opérations qui ont été assez gelées durant ce confinement. Plusieurs cellules de communication ont été aussi lancées durant cette période de confinement. D'ailleurs, on l'avait eu par téléphone. Elle viendra nous parler donc du remboursement. Comment est-ce que les ménages vont devoir aussi rembourser leurs dettes. Et oui, et donc toutes les explications seront données lors de son passage. Et nous aurons aussi le plaisir d'avoir la présidente de l'association algérienne donc, pour le patrimoine, l'environnement et le développement humain. Il lance une campagne donc, de sensibilisation toujours au Covid-19, sur le Covid-19, sous le titre « Votre conscience et la prévention ». Et oui, on continue toujours de le dire, c'est impératif de pouvoir se protéger, savoir se protéger. Elle sera là pour nous donner ces détails, bien sûr, de cette journée de sensibilisation. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un bon moment, comme à chaque fois, dans Bonjour d'Algérie. Et toute l'équipe est là pour vous accompagner. Amel Haribi, on va la retrouver dans un tout petit moment pour la météo. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. La voici, la voilà. Comment ça va, Amel? Ça va, merci. Bonjour, Amel. C'est votre dernier jour aujourd'hui. Oui. Ça y est, vous allez vous reposer le week-end? Oui, c'est ça. Ouais. Il va faire beau aujourd'hui? Exactement. Mais il y aura quelques pluies quand même, hein, par endroit. C'est bien, il pleut la nuit et le matin, c'est tout sec. C'est frais. Et c'est Mais frais. on se lève le matin, c'est vrai, on se court, il fait froid. Oui. Et après, il fait chaud. l'après-midi, oui. On ne sait plus quoi mettre. Bon, c'est ça là. Hein. L'automne, c'est ça. C'est l'automne. Allez, on vous écoute. Merci Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, aujourd'hui, le ciel sera marqué par des passages nuageux sur pratiquement l'ensemble des régions nord, avec toutefois quelques pluies par endroit sur le centre et l'est du pays. Puis une amélioration se fera sentir, mais en après-midi sur les régions centre. La moitié sud, excepté quelques voiles, avec des foyers orageux sur le Gard et le Tassili, un ciel partiellement voilé par contre sur le Sahara central et le Sahara oriental. Ailleurs, le soleil sera bel et bien présent sur le sud-ouest, la Saoura, le Nord-Sahara, les Oasis et l'extrême sud. Et à noter des soulèvements de sable, cette fois-ci vers le Nord-Sahara et les Oasis. Les températures, eh bien, quant à elles seront plutôt agréables pour la saison, avec toutefois un maximum de 24 degrés du côté d'Oran et Tlemcen, 23 à Alger, 21 Tizi Ouzou, 20 degrés Tiaret, également Al-Bayat, Constantine, 23 degrés à Naba, 19 le minimum Batna et Djelfa. Au sud, on relèvera 27 degrés à Biskra, 28 Gardaya, 30 degrés à Béchar, 35 Tamanrasset, Janet, également Tindouf, 39 à Insalah et enfin 41 degrés le maximum cette fois-ci à Bodj, Bedi Mokhtar et In Gazem. La mer, durant cette journée, eh bien, on aura une mer plutôt
peu agité du côté des côtes centre, agité par contre vers les côtes ouest et est, des vents qui vont souffler entre 10 et 20 km/h sur les côtes centre, 20 à 40 km/h sur les côtes ouest et 30 à 40 km/h sur les côtes est de secteur ouest à nord-ouest. Et on termine ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, le soleil se couchera vers 18h11 et pour davantage d'informations, bien sûr, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Canal Algérie et à tout à l'heure. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Par Mobilis et par Amel Haribi ce matin. Merci beaucoup pour ces nouvelles du ciel. Et puis on vous dit bonne journée. Également. Et bon week-end. Parce qu'on se reverra la semaine prochaine, Inch'Allah. Eh bien, on vous dit donc bon courage et suivez surtout les programmes de Canal Algérie. Suivez Amel à midi et 19h pour d'autres bulletins météo. Et suivez Amel aussi. Bonjour. Voilà. Allez, on vous laisse repartir avec une belle chanson. C'est Nora Gnawa, qui chante Dzaïr Zinat al-Bouldan. وراهم يا حسرة يا زمان قاعدين بصمة في تاريخ المجيد مذكورين حتى في القرآن 3,500,000 شهيد وراهم يا حسرة يا زمان قاعدين بصمة في تاريخ المجيد مذكورين حتى في القرآن Voilà, une très belle chanson qu'on a pu apprécier. J'espère que vous aussi vous avez apprécié. Aïda est là. Elle va nous parler donc d'une pathologie, le cancer. Nous en parlons souvent ce mois-ci. Eh bien oui, pour accompagner toutes ces personnes qui souffrent d'un cancer et notamment le cancer du sein. Bonjour Aïda. Bonjour Amel. Comment ça va? Très bien, alhamdoulilah. Très bien. Alors vous avez choisi d'accompagner justement toutes ces femmes qui souffrent, qui se posent des questions, qui sont dans la détresse, dans l'attente surtout d'une rémission quelquefois. Le mois rose, ces professionnels sur le terrain, cette maladie, ce symptôme nous invitent à parler d'eux. C'est leur invitation aujourd'hui pour qu'on puisse construire avec eux quelque chose. Là, on pourra simplifier, ajouter et puis peut-être ouvrir sur une thématique qui restera énigmatique pour certaines familles. Alors pour beaucoup, c'est vrai, des fois, on en parle, hein, mais personne n'est à l'abri donc de cette pathologie. Oui. On ne sait pas, peut-être qu'un jour, ça sera nous qui devrons donc nous battre contre cette maladie. Il faudra donc accepter, et tout est là
dans l'acceptation de la maladie? Moi, je crois que les choses sont beaucoup plus complexes. Hein. Ce n'est pas histoire d'accepter, mais c'est un vécu humain dans lequel... Pour pouvoir se battre et non pas faire de rejet, surtout. Oui, mais on va peut-être vivre les choses différemment et pouvoir placer les mots sur ce vécu qui diffère d'une personne à l'autre. Et c'est ça, je crois, la richesse humaine. Si on est aujourd'hui là pour aborder cette question, c'est pour qu'on puisse inviter tout le monde à s'identifier dans ce cycle de partage et dans ce vécu qui restera très complexe, moi je dirais. Mais vous savez, on a appris, on vit tous avec une idée qui nous donne la force de pouvoir rêver, se projeter pour des projets de vie, fin d'année, les vacances, les examens, Rien voilà. Voilà, Il y a toujours, il y a quelque chose comme ça qui nous projette pour construire une maison, acheter une nouvelle voiture, avoir un enfant. Il y a quelque chose quand même qui nous guide vers l'avant. Et vous savez, l'idée de mort qui nous habite tous, on sait tous qu'on n'est pas éternel, qu'il y a quelque chose qui nous force à vivre des émotions de l'intérieur. On essaye comme ça de la mettre de côté avec nos mécanismes qui sont très très forts, mécanismes défensifs qui nous donnent la pulsion, la force de pouvoir vivre pleinement. Vous savez, je crois que la maladie chronique, mais aussi aujourd'hui le cancer, parce qu'il porte cette étiquette qui est socialement, mais aussi dans le partage suivant son historique et l'histoire de vécu qui est attachée à la mort, fait que on frôle et on arrive à quelque chose qui nous interpelle. C'est une maladie qui nous arrête comme ça pour pouvoir nous dire « Attendez, vos projets ne sont pas éternels. Il y a quelque chose dans la vie qui fait déclic et puis il y a quelque chose qui vous parle. » C'est ce moment précieux dans lequel l'illusion de vivre, l'illusion de pouvoir réaliser, se projeter dans l'avenir s'arrête parce qu'on découvre une autre réalité qui nous invite à voir les choses différemment. C'est une maladie évolutive, c'est-à-dire si on ne prend pas rapidement les choses et les devants, donc cette maladie peut avoir donc raison de la personne. Hein. Si vraiment c'est pas pris en charge, diagnostiqué à temps, etc., malheureusement c'est mortel. Oui, mais la médecine parle. Oui, aujourd'hui, les expériences et aussi les professionnels en parlent. La médecine a beaucoup évolué aujourd'hui. Je crois que la parole de ces professionnels a tellement évolué qu'aujourd'hui, si on parle de maladie chronique et que comment les gens s'inscrivent dans ça, c'est un grand pas dans lequel on a simplifié, banalisé, mais on a accompagné aussi cette catégorie de personnes atteintes de cette maladie. D'où le mois rose. Le mois donc de médiatisation autour de cette maladie, sensibilisation autour donc du dépistage, c'est très très important de pouvoir aller diagnostiquer bien sûr son état pour pouvoir agir rapidement. Mais moi c'est là où je m'arrête pour dire agir rapidement justement, il faut une autre santé qui est la santé mentale pour pouvoir suivre un peu ce processus, cette machine qui est extrêmement très définie, ciblée par des étapes très claires, qu'on va dire la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, toutes ces étapes qui sont très liées, très dures, quantifiées. Très difficiles. Aussi, c'est une épreuve, la personne est fatiguée, la personne peut lâcher, peut tout abandonner. C'est pourquoi un accompagnement est recommandé. L'accompagnement des proches est très, très, très important. Recommandé. Moi, je dirais, la maladie, quand elle arrive, elle secoue la personne de l'intérieur. Elle nous secoue tous. Mais vous savez, j'ouvre un tout petit peu pour dire, si on frôle cette pensée, même si c'est le Covid-19, même si c'est un accident, même si c'est un événement dans lequel on croise cette petite phrase qui nous invite à voir notre propre mort et notre arrêt, quand on frôle un tout petit peu cette expérience de vie, vous savez, ça nous secoue, ça secoue aussi les proches. Les frères, les sœurs, les enfants, les maris, les conjoints aussi. Parce qu'il y a un autre pas dans la vie qui nous invite à continuer seul ou à se projeter dans les pires scénarios dans lesquels, même si la personne elle est là avec tout ce qu'elle a comme énergie, ça sera vraiment dommage si on peut
si on fait éclater, si on passe, si on rate ces moments dans lesquels ces pires scénarios prennent le dessus au moment où la vie, elle porte les bras ouverts avec tout ce qui peut être accompagnement, cheminement, aide, tout ça. Aujourd'hui, la psychologie a fait un grand progrès à travers cette ouverture dans laquelle on peut retrouver plusieurs disciplines qui offrent une écoute, accompagnement, un accompagnement très ciblé par rapport à cette phase très, très définie, reconnue par le stress et l'anxiété, ce choc et cette détresse qui est très élevée, qui demande d'un tout petit peu de l'aide pour pouvoir vraiment sauter cette étape et pouvoir se projeter dans un monde qui est différent. C'est vrai. Moi, je crois que si je peux placer une phrase, c'est justement, ce sont des moments critiques dans lesquels il ne faut pas faire abstraction, il ne faut pas sauter, il ne faut pas faire semblant, il faut juste s'arrêter, écouter, pouvoir accompagner ces personnes pour qu'ils puissent faire ce deuil de cette personne qui a la maîtrise d'être comme demain. J'ai la santé de faire, je resterai très belle, je resterai avec cette parole, il y a des femmes qui ont toujours demain. été battantes et puis peut-être avec la maladie, quelquefois, elles n'acceptent pas, elles se laissent aller. Elles se laissent aller. Le travail est justement là, c'est de pouvoir lâcher cette maîtrise, cette illusion qui nous fait dire qu'on restera toujours belle, bien dans notre peau, avoir la maîtrise de tout. C'est cette maîtrise, lâcher prise de cette force de maîtrise et puis s'adapter avec ce qui va venir. Et cette adaptation qui fait l'acceptation. Oui. Si on s'adapte, si on accepte, c'est à ce moment-là qu'on pourra retrouver ce contexte, là on pourra retrouver les ressources chez les autres. Et il y en a d'autres qui se battent bien au contraire et qui prennent justement, qui se redécouvrent grâce à ce combat. On a pu voir des jeunes filles, on a vu une jeune fille malheureusement qui a eu donc le cancer donc très tôt, donc très jeune, à 22 ans, et donc elle est sur les réseaux sociaux et elle a accepté donc en fait sa maladie. Et même, elle se montre avec le crâne rasé, carrément. C'est très courageux pour une femme qui a sa féminité, qui a peur de ça, du regard des autres aussi. Moi, je dirais c'est important dans ma société, là où c'était tabou, interdit, qui faisait peur, stressant, quelque chose qu'on ne pouvait pas dire. Aujourd'hui, on peut serrer la main, vivre avec eux, les accompagner pour pouvoir les applaudir et dire bravo, oui, continuez. Ça nous ressource, parce que nous, on fait face à la mort de l'autre. Ça les ressource parce qu'ils sont en train de vivre un moment très intime, un moment de solitude très, très personnel. C'est quelque chose que chacun de nous, si je place une phrase, je dirais, c'est une initiation à quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. On n'a pas l'habitude de se projeter. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à vivre quelque chose de très différent. Vous savez pourquoi? Parce qu'on comprend qu'on n'a pas pris l'essentiel. Les femmes changent. Elles deviennent plus jeunes, plus belles, parce qu'elles comprennent que dans ce qu'il reste dans leur vie, c'est quelque chose qui est lié étroitement avec leur bonheur et leur... Donc elles commencent à mieux s'habiller, à porter une parole, à assister les fêtes, à partager, à éliminer tout ce qui était illusion de pouvoir rester l'éternité pour pouvoir se projeter, pour construire, vivre, tout ça. Et il est bon ça nous ramène de continuer à travailler, maintenant. de continuer à croire en ce qu'on a toujours cru, c'est-à-dire s'accrocher à un but. S'accrocher, moi je trouverais prendre l'essentiel de la vie. Ça veut dire c'est sauver sa peau. C'est vivre, respirer. Et la force de la joie de vie, ça on le voit dans les regards de ces femmes qui du jour au lendemain, elles ont un bonheur très différent, elles ont un regard très différent, elles ont une invitation à partager, à déguster, à manger d'une manière très très différente, c'est retrouver cette formule de vie. Et justement, ce qui nous est demandé aujourd'hui, professionnels, proches, personnes aussi, de pouvoir aussi vivre ces étapes, et vivre ces initiations qui sont dans la vie extrêmement importantes, qui sont des belles expérience de vie, là où on frôle le vrai vécu d'ici, maintenant. Le bonheur, il est là. Voilà, le bonheur, il ne faut pas passer à côté. Non, il ne faut pas rêver. C'est vrai que dans votre métier, vous avez rencontré des tas donc, de cas, de personnes qui viennent vers vous et notamment ces maladies et surtout ces dames qui souffrent. Parce qu'il y a beaucoup de dames qui souffrent. Hier, nous avions un appel par téléphone avec Madame Mounia, rappelez-vous, elle qui a donné du courage à beaucoup de femmes, qui a rassemblé beaucoup de témoignages, donc de femmes qui souffrent de cancer et qui en plus de ça, souffrent de l'abandon d'un de leurs proches. Donc, moi, je m'arrête. Elles se font, en fait, lâcher.
Carrément, par leurs proches, leurs conjoints ou leur famille. Moi, je crois que je m'arrête là pour rendre hommage à ces femmes qui luttent seules, ces femmes qui ont perdu leur conjoint parce qu'ils n'ont pas la force de les porter, ces femmes qui se retrouvent avec ces enfants rejetés probablement dans des contextes familiaux avec d'autres déchirures qui seront et des mots très durs, dévorent. blessants surtout. Amel, le numéro vert 1111, l'organe national, nous a appris à voir, oui, la difficulté de l'enfant, victime de ces situations de familles qui explosent, parce qu'il y a une mère qui souffre, qui a baissé les bras, elle n'a plus de force pour pouvoir continuer à élever ses enfants, elle n'a plus le contexte pour pouvoir les accompagner, une détresse qui est pluridisciplinaire, plurifactoriel. Il nous invite tous à revoir ce contexte social. Cette maladie ne touche pas l'individu dans son expérience personnelle, elle touche les liens familiaux, elle touche le côté économique, elle touche aussi le côté social, dans le lien d'amitié avec les autres. Il y a quelque chose aussi qui explose. Mais voilà que les enfants peuvent vivre de cette détresse qui arrive. Si on ne trouve pas les ressources rapidement, si on ne trouve pas cette équipe pluridisciplinaire qui saura donner le soin, l'apport psychologique, le contexte social, protéger ces familles pour pouvoir, sur un plan juridique, pour pouvoir protéger un peu ces enfants et retrouver ce contexte. Moi, je dirais, les femmes souffrent. Oui. Parce qu'elles n'ont pas tous la même chance d'avoir ces familles, ces parents, ces frères et sœurs. Et je crois que, alhamdoulilah, il y a beaucoup de témoignages des familles qui sont là pour pouvoir porter ces individus et exprimer leur expérience. Il y en a beaucoup qui restent dans le silence. C'est bien donc, de partager des expériences, les paroles aussi qui donc, se font entendre un petit peu partout, donc raconter son vécu, essayer de partager aussi son vécu pour donner un peu plus de courage à ces femmes. Dire on vit aussi la même chose, voilà, il faut continuer, il faut se battre, etc. C'est vrai que c'est pas facile quand on parle des grandes villes, on parle souvent donc, de ces femmes actives qui ont un cancer et qui se battent, elles savent ce qu'elles ont, etc. Dans peut-être des villes assez reculées, des villages reculés, peut-être parler de sa propre maladie, la santé au féminin, c'est très difficile de pouvoir s'exprimer. Complexe, très profond, des fois c'est énigmatique pour ces femmes qui lâchent prise rapidement. Ayez courage. Oh, mais femmes, aujourd'hui, on ne va pas diminuer. Vous savez qu'il y a des hommes qui sont aussi victimes de ces situations très complexes. Là où ils ne retrouvent pas leur conjoint, ils ne retrouvent pas leur famille, leurs proches de la même manière. La maladie, elle nous change. Et ce vécu, il est très complexe. Et aujourd'hui, probablement on diminue de la valeur de la parole, mais la parole elle peut guérir. Et cet arrêt dans lequel on peut se tenir, donner la main, ouvrir juste pour reconnaître à ces personnes qui ont la possibilité de chanter, d'écrire, de donner, de publier, de dessiner, de cuisiner, de leur offrir ce rôle va leur permettre de prendre une autre place qui n'est pas cette place imaginaire d'avant, mais aussi de se projeter. Et c'est là où on peut récupérer les personnes pour pouvoir se protéger nos enfants et puis consolider les liens familiaux. Parfait. Merci beaucoup Aïda pour tous ces conseils et j'espère tous ceux qui nous suivent régulièrement dans Bonjour d'Algérie auront, j'espère, apprécié. Et surtout toutes ces personnes malades, on leur souhaite un bon rétablissement, propre rétablissement à toutes ces personnes malades. Merci. Merci Amel. Eh bien, on va dire bravo aussi aux bacheliers. On ne les oublie pas. On va voir d'ailleurs un reportage donc, sur la réussite au baccalauréat. Il y a eu donc un taux de 55,33% donc, de réussite. Ça a été dans des conditions assez particulières cette année. Donc, ce baccalauréat, il y a eu donc le premier, c'est Abd Samad Siddiqui, qui est de Tlemcen, qui a eu une moyenne de 19,20. Et Alwed Haoun Rahma qui a eu 19,16. Donc bravo à ces étudiants brillants, bravo à tous les étudiants en général qui ont, ces bacheliers qui ont donc décroché ce fameux sésame. Et puis bonne chance pour la continuité. On en parlera en détail, on aura l'occasion de développer ça avec le ministère de l'Éducation nationale. Mais en attendant, je vous invite à suivre ce reportage signé Camélia Mellel. Après quelques semaines d'attente, les résultats du bac aujourd'hui annoncés officiellement sur le site de l'Office national des examens et des concours et la chaîne du savoir Al-Ma'rifa de la télévision nationale. Le taux national de réussite à l'examen du baccalauréat de cette session 2020 est de 55,30%. C'est une hausse de presque 1% par rapport à 2019. La filière des mathématiques arrive en tête avec un taux de réussite de 80,22%.
suivi des langues étrangères avec un taux de 67,78%, la filière technique mathématique avec 58,48%, sciences expérimentales avec 56,97%, puis la filière littéraire et philosophie avec un taux de 52,60%. Et enfin, gestion et économie avec 38,09%. Source de joie intense pour certains, une grosse déception pour d'autres. La journée d'aujourd'hui a été forte en émotions pour nos bacheliers. Les candidats ont pris d'assaut les lieux d'affichage des résultats pour fêter la réussite. Une fierté pour les parents et surtout un soulagement pour tous les postulants qui ont franchi le premier pas pour un meilleur avenir. شعرت بالقلق والخوف خاصة أن المكالمة كانت من أول مسؤول في قطاع التربية الوطنية وزير التربية سيد وجعوط وأخبرنا بأنني تحصلت على المعدل الأول وطنيا 19.20 معدل 16.10 شعبة الرياضيات. فوتناه صعيب سي فغي وكاع بصح تعبنا والحمد لله ديناه. هاد الشعور تاع اللي نديوه ونفرحوا والدينا ونشوفوا دمعة الفرحة خير من الخسارة. الظروف اللي فتنا فيها زعما ما كانش اللي فات فيها ديجا من قبل. حنا عامنا ماشي كاع كيما العوام الاخرين. تا الحمد لله دروك جوسكا ميتون ما نقدش نعبر على كيفاش راني نحس دروك مور ما ديت موا سورتو كو ديت موين كيما هادي الحمد لله. C'est la fin d'une longue attente pour tous les bacheliers, du moins pour les plus chanceux. Voilà, en tout cas, on est bien content pour eux, toutes ces réussites, ça fait donc beaucoup plaisir et ça donne du baume au cœur, surtout aux parents et toute la famille qui entoure bien sûr leur progéniture. Eh bien, félicitations aussi à ce jeune Hicham Kahla qui a aussi obtenu son baccalauréat. Bravo à tous ceux qui l'ont eu et puis bonne chance à tous ceux qui vont devoir le refaire. Malish, c'est aussi, ça fait partie de la vie. Ils continueront à aussi travailler durement pour obtenir bien sûr ce baccalauréat cette nouvelle année 2020-2021. Voilà, on l'accueille comme il se doit. Rahim Abdelaziz va nous parler donc de sa réussite du bac. Hein. Bonjour Rahim. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. De 75, vous m'avez dit, à 76. 76. Vous avez eu votre bac, vous étiez tout jeune. Et vous avez donc... Vous êtes toujours tout jeune. Hein. Presque. Oui. Alors, vous avez eu ce fameux bac et à l'époque, c'était très important de devenir étudiant, de faire des études supérieures. Il y avait peu d'étudiants, oui. Peu d'universités au niveau national. Oui. Mais il y avait des cycles qui étaient des plus oui. Difficiles oui. d'accès. C'était y compris de la 6e au BEG. Et c'était pas aisé de passer de... Exactement. Parce qu'à l'époque, il y avait le certificat d'études voilà. et la 6e. Et la 6e, et c'était des diplômes reconnus. Et il fallait aussi faire... Vous faisiez partie de cette élite des Algériens qui ont reconstruit le pays après l'indépendance. Il n'y avait pas beaucoup donc, de diplômés à l'époque. Donc il fallait vraiment travailler pour obtenir des diplômes. C'était la meilleure note, c'était 12, 13, 14, c'était l'apogée. Maintenant, on assiste à des notes des plus insensées. Oui. 20 sur 20, 19. À l'époque, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Eh oui, eh oui. Mais en tout cas, ça nous rappelle aussi que vous avez passé des vacances après. Vous avez pris de bonnes vacances. On m'a dit, vous allez partir. On travaillait. Ah, vous travaillez. À chaque été, même. D'accord. Pendant les cycles scolaires, on travaille des petits boulots pendant les grandes vacances. Ah oui, il le fallait, c'était important. Vous avez fait beaucoup donc, de recherches dans votre domaine et ça vous a mené aujourd'hui là où vous êtes à faire du documentaire et sillonner toute l'Algérie pour nous parler de nos essences, nos espèces aussi endémiques à l'Algérie. Aujourd'hui, on va parler d'une de ces espèces, oui. Comme par exemple le pistachier de l'Atlas. Au Pistachia atlantica. Et il peuple essentiellement les zones de l'Atlas tellien et l'Atlas saharien. Voilà. On le trouve généralement dans les dayas. C'est une espèce qui affectionne les cours d'eau. Et il y a on est aussi en présence de peuplements bienvenants et avec de très beaux sujets au niveau des monts d'Ersor. Ouais. L'Ersor
et les Jbel Amor. Oui, et ça pourrait être aussi une agriculture aussi florissante parce que aussi c'est porteur avec pourquoi pas Ça donne des travailler. fruits. Oui, ça donne de très bons fruits. Qui n'aime pas les pistaches, hein? Qui n'aime pas les Et ils pistaches? sont chers. Au niveau du commerce international, c'est une denrée chère qui est cotée à Et la très bourse de New difficile York. aussi parce qu'il faut donc c'est les coques, il faut aussi ramasser donc ces coques, etc. On va voir ce reportage que vous avez donc. Les Syriens et les Jordaniens ont tenté le diable par la queue, comme on dit. Oui. On assiste à l'implantation au niveau de la Jordanie et de la Syrie, du moins la Syrie d'antan, à des forêts jardinées où on exploite le fruit du pistachier et qu'on exporte en même temps. Malheureusement, ce type d'expérience n'a pas été opéré en Algérie. Il y a eu des tentatives d'ailleurs d'expérimentation donc de ce pistachier de l'Atlas. Il a très bien donné et c'est même avec le système goutte à goutte, une parcelle qui a très bien donné et pourquoi pas travailler sur ces exploitations. Qui résiste, rustique, qui résiste aux sécheresses les plus extrêmes. Les plus exagérés. Alors on va vous suivre, on va regarder donc le reportage que vous nous avez rapporté, donc le pistachier de l'Atlas, signé Rahim Abdelaziz. Les massifs du Chélia et Ouled Yaroub narguent de haut la zone steppique. La zone de forêt, c'est une zone de parcours steppique, c'est suite à la dégradation. C'est le dernier étage de strates dégradées, d'où l'apparition des espèces, l'alpha et l'armoise, qui sont dominantes. À vol d'oiseau, on passe de la cédrie, de Ouled Yaroub, par la pinette de la zone de L'Gila, Hammam Salhin, au plateau massif, jusqu'à le dernier strate herbacé, l'alpha et l'armoise. La plaine de Temza renferme l'alpha et l'armoise. La circonscription des forêts de Ouled Rchash et la conservation de Khenchla ont procédé à la mise en défense des nappes alphatières dans la région. Cette mise en défense concerne 7000 hectares. L'alpha protège les sols de l'érosion. L'alpha contribue aussi à l'essor des cheptels ovins. La région de Fouris renferme d'importants pistachiers de l'Atlas. Cet arbre fruitier est rare et peuple les montagnes de la région. Le pistachier nécessite des greffes pour qu'il puisse devenir comestible. Sa mise en valeur permettra de mettre fin à l'importation du pistachier.
Alors, on a pu voir donc ces belles images que vous nous avez rapportées. Alors un spécimen, le dernier qu'on vient de voir, impressionnant, avec un tronc impressionnant et surtout une envergure aussi. Hein. C'est rare qu'il atteigne aussi de telles dimensions. Ça indique qu'il est implanté à même des sols qui ne manquent pas d'eau. C'est-à-dire, c'est des dayas. Et là, il s'agit bel et bien d'une daya. Et il s'agit de la région d'Enmemcha. Au sud des Aurès. Exactement. Et donc là, il faudrait peut-être penser à installer donc une exploitation de pistachiers, par exemple. Pourquoi pas? L'air s'y prête, idéalement. Le sol s'y prête. Les sols, la qualité des sols aussi s'y prête. Et pourquoi pas tenter l'expérience? Bon, on a vu autre chose. On a vu donc le surpâturage et surtout ça encore. Malheureusement, l'espèce, elle est victime du charbonnage et des coupes illicites par les éleveurs qui sillonnent les plaines arides. Oui. C'est dommage, parce que quand on voit donc des spécimens comme ça, bien adaptés au sol, bien adaptés au climat surtout, et pouvoir donc penser à une agriculture qui pourrait être florissante pour cette région. Une culture qui est à base de densification et d'extension. C'est ça. Et on assiste à la présence de peuplements très importants au niveau des ressorts. Et ce sujet paraît minime par rapport à d'autres sujets géants, des plus géants. Exactement. Alors, surtout au niveau de Ouarqa et de Boussemroun, dans les zones escarpées. D'accord. Alors on a pu voir aussi donc comment évolue donc cette espèce et surtout la floraison. On a vu donc ces petits fruits, les fruits baies. Ils sont comestibles. D'accord. Et aujourd'hui, ça sert de fourrage pour le bétail? Ça a servi de fourrage pour le bétail, notamment le cheptel caprin et ovin. Oui. Et malheureusement, c'est pas à la portée de la consommation domestique. Ouais, domestique, de pistage de table, on va dire. C'est dommage. C'est dommage. On attend à ce que les responsables du secteur agricole penchent vers une stratégie pour promouvoir justement ce type d'agriculture. Et à partir de ces plans qui sont autochtones et endémiques à l'Algérie. Voilà, endémiques à l'Algérie, c'est très important, et surtout autochtones. Donc c'est une régénérescence spontanée, naturelle. Spontanée et naturelle. Voilà. Avec l'intervention, bien sûr, sans intervention des animaux. Oui, à travers et de la nature. À travers le phénomène du vent, phénomène éolien. Très bien, très bien. En tout cas, grâce à vous aujourd'hui, on a pu visiter l'Atlas saharien et surtout ces espèces endémiques à l'Algérie. Un dernier mot autour donc de cette région. Qu'est-ce qu'on peut retenir, c'est que cette espèce est en voie de régression à cause des activités de l'homme et notamment les coupes illicites et le surpackage. C'est aussi une espèce qui concerne toute la ligne qui va d'est en ouest en traversant les monts des Aurès, les monts des ressorts, les monts des Jbel Amon, jusqu'au nord de Bchar. Voilà, et à chaque fois, c'est une visite guidée avec Rahim, un cours de géographie également très pointu. Merci beaucoup Rahim. À jeudi prochain, on vous laisse repartir. Je sais que vous avez un montage aujourd'hui, donc allez-y et à la semaine prochaine, Inch'Allah. On continue, je vous invite à rester dans le domaine de l'agriculture avec cette rencontre des agriculteurs signée Raouf Hamouch. Ils sont appétissants, colorés et bio. Ce sont le fruit des échanges de graines paysannes. L'échange a été la valeur centrale de cette rencontre des agriculteurs et producteurs locaux venus des 4 coins du pays. Donc je suis venu pour exposer, donner mes expériences et d'entendre les autres et de faire des échanges et de mettre les choses dans l'actualité, ce qui menace la semence paysanne, le savoir-faire et tout ça. Le but d'échange et de sauvegarde et préservation de ces semences.
Sur leur table, tout est agroécologique, tout est partagé, les produits, les graines, les conseils et le savoir-faire. Et si vous avez quelle semence là? Si nous avons des échantillons de semences de haricots, pastèque, la courge et le moringa. Alors pour ce qui est du pastèque, la courge, ces graines échangées sont obtenues sans traitement chimique et sans pesticides puisqu'ils sont des adeptes de l'agriculture bio. Et comme on a un potager bio où on fait à peu près tous les légumes et quelques fruits, donc je suis intéressé par tout ce qui se fait en Algérie parce qu'il y a des variétés qu'on a perdues ou qui ne sont pas connues, ou des variétés rares. Donc je voudrais introduire ça dans mon jardin potager. C'est notre propre semence. Pour les autres semences, on fait de la multiplication, mais on ne les cultive pas. On fait de la multiplication et on vend les plants. Chacun peut échanger des graines paysannes ou autres pour répondre à la demande des consommateurs. Et bien évidemment, chacun d'eux échangera les graines adaptées selon sa culture ou climat. Et ça tombe bien pour essayer de capitaliser, du point de vue expérience, concernant l'échange de la semence. Certains des agriculteurs ont trouvé le moyen bioagriculture de s'en sortir financièrement. C'est le cas de ce jeune agriculteur de la wilaya d'Oran qui adopte la formule gagnant-gagnant. On crée une demande et on répond à une demande. Donc on a créé la demande de panier bio, parce que ça n'existait pas à Oran du moins. Mais on répond aussi à une demande, parce qu'on ne va pas ramener des variétés qui n'intéressent pas les clients, parce que la finalité est commerciale, il faudrait qu'on vende cette production. Une étape positive selon les agriculteurs bio pour que faire se multiplie les variétés avec pour volonté se passer des graines industrielles et aussi un moyen de préserver les variétés de fruits et légumes. Voilà, préserver bien sûr ces variétés de fruits et légumes et surtout penser à une banque génétique, pourquoi pas, pour les graines, tout ce qui est donc le grenier, un grenier donc de ces graines pour pérenniser ces espèces qui sont bien de chez nous, comme on l'a dit, gorgées de soleil. Alors pour nous parler donc de surtout de l'hygiène de vie, c'est important, et de parler donc comment s'alimenter, bien s'alimenter, nous avons notre nutritionniste parmi nous. Il s'agit de Linda Ounia. Bonjour. Bonjour Mel. Bienvenue parmi nous. Merci. On a toujours plaisir à vous recevoir, parler de santé, de comment bien sûr bien s'alimenter, comment vivre aussi avec son temps aujourd'hui. Une vie trépidante, mais il faut quand même pouvoir. Très spécial, oui. Voilà, il faut quand même pouvoir vivre avec ces aléas. Aujourd'hui, nous vivons une situation assez particulière, le Covid-19, et les gens ont réappris peut-être à cuisiner chez eux. Absolument. La malbouffe s'est arrêtée quelque part. Les restaurants ont fermé, bon là maintenant ça réouvre, mais ça a été une façon de revoir les choses. Oui, bien sûr, non, mais c'est vrai, c'est un bien pour un mal comme on dit. Mais enfin, c'est vrai que les gens ont réappris à faire du pain, ont réappris à faire du fromage, ont réappris à même faire, il y en a qui font des confitures, des yaourts, et puis c'est quand même... C'est pas plus mal, franchement. On se rend compte finalement qu'on peut bien manger en faisant la cuisine soi-même. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de temps aussi avec le confinement, mais ça n'empêche que même en travaillant, on peut s'organiser pour pouvoir bien manger. C'est ça. La seule différence, pendant le Covid, on a bien mangé, mais malheureusement, on n'a pas bien bougé. Ah là, donc ça, c'est un petit peu aussi retourné. On rappelle que vous faites partie donc, de ces médecins qui travaillaient sur l'obésité. Vous avez une fonction assez particulière. Vous traquez l'obésité morbide surtout. Absolument, oui, absolument. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui ont pris du poids pendant cette période. Et donc, franchement, mais ça reste quand même une alimentation. Côté santé, je pense que c'est beaucoup mieux. Les patients qui étaient quand même, surtout les jeunes, qui avaient un bilan assez perturbé, comme une augmentation de l'uricémie, une augmentation du cholestérol, etc. Et ça a quand même baissé. Ça a quand même baissé parce qu'il n'y avait pas une alimentation extérieure. Les fast-foods étaient fermés, donc il n'y avait pas les mayonnaises et les gras, les frites quotidiennement, etc. Donc ça leur a permis de connaître ce que c'est qu'un légume, de manger des légumes, de savourer un légume, de sublimer les légumes. Et ça, c'est quand même un avantage. Je trouve que c'est très positif en tous les cas. Donc
il faut continuer sur cette lancée. Moi, j'aimerais bien que tout le monde continue sur cette lancée. En faisant du sport. Hein. En faisant une activité physique, maintenant on peut. La Après, marche, il y en a beaucoup qui ont fait une activité. Contraire, il y en a beaucoup aussi qui ont découvert le sport pendant le confinement, à la maison. Le sport à la maison. Il y en a, donc il y a un peu de tout, on dira. Mais enfin, l'alimentation, c'est la base, hein, c'est la base de tout. Hein, mais enfin, le sport aussi. L'alimentation, c'est la base de tout. Et surtout, la prise de poids est très mauvaise pour la santé. Vous nous l'avez dit absolument. Donc, la assez prise de poids, voilà, et le point de départ de pratiquement de toutes les pathologies, de toutes les spécialités, aussi bien ORL pour l'apnée du sommeil, digestive, stérilité aussi chez certaines infertilité, infertilité chez la femme et chez l'homme, tout ce qui concerne le syndrome métabolique, c'est-à-dire quand on a un ventre distendu, on a du gras qui entoure nos organes, ça c'est vraiment c'est du gras pathologique qui va nous entraîner des hypertensions, un diabète, etc. Donc je rentre pas dans les détails, mais même le cancer. Le cancer, d'ailleurs, on donnera un régime spécial pour l'obésité est aussi en partie responsable de cette pathologie dangereuse et mortelle. Et donc, il est très très important, même pour le Covid, on s'est rendu compte que les personnes qui mangeaient seulement le Covid-19, les personnes qui ont été en réanimation, c'est des personnes obèses. Voilà, c'est la plupart des personnes qui ont eu une forme grave de Covid, c'est des personnes obèses. Donc, on se rend compte que cette obésité est un fléau qui vraiment nous traque, et alors qu'on peut facilement, à moindre coût, la contrer et stabiliser notre poids et pouvoir avoir une vie un peu plus saine. Et alhamdoulilah, on est en Algérie, on a beaucoup de légumes, beaucoup de fruits frais, et c'est bien de prendre les légumes de saison. Après, on peut prendre aussi les autres légumes, mais ce n'est pas un problème. Mais les légumes de saison, il ne faut pas les rater. Exactement. Il ne faut vraiment pas les rater. Et surtout, un appel aux mamans pour qu'elles apprennent à manger à leurs enfants les légumes. Ça, je me rappelle très bien de vos enfants qui disaient « Maman, elle ne nous laisse pas manger n'importe quoi ». Alors, pâtisserie, etc. Vous voilà, exactement. C'est pas exactement. On peut manger du sucré, mais en qualité. On peut manger du chocolat noir. On peut manger des desserts aux fruits. Je les prive pas de tout. Et c'est des enfants, il faut qu'ils mangent. Mais il faut qu'en parallèle, il y ait une alimentation riche en légumes et en fruits. Un enfant qui ne mange pas des légumes et des fruits, c'est un enfant qui finira en surpoids, parce que qu'est-ce qu'il va manger? Des pâtes et des frites ou des pommes de terre. Les pommes de terre n'est pas un légume, mais c'est un féculent. Donc du coup, on se rend compte, moi je me rends compte dans mes consultations que beaucoup d'enfants ne mangent pas de légumes. Et on essaye de leur dire, et ils sont motivés. Bon, il y en a qui arrivent à passer le pas et à commencer à manger des légumes, des salades, etc. Il y en a avec qui même c'est des adultes, des adultes, je discute, non, ils sont hermétiques, moi je ne mange pas. Comment je vais vous faire un régime si vous ne mangez pas de légumes? Il faut que vous... Alors du coup, moi, je leur donne des idées, je leur donne des recettes pour sublimer ce légume, pour ne pas qu'ils aient le dégoût et pour qu'il y ait quand même un plaisir de la table, même si on essaye de maigrir, parce que c'est pas parce qu'on fait un régime qu'on va manger de la vapeur et de la soupe et de la grillade. Non, c'est pas vrai. Un régime, on peut avoir une très très belle table avec des très bons produits, cuisinés d'une manière particulière, et on peut manger équilibré et avoir le plaisir de la table. Il faut jamais le perdre, ce plaisir de la table. Avoir une belle table avec de belles salades et une protéine bien cuisinée, des légumes bien cuisinés, c'est excellent. Et là, c'est absolument là, exactement, avec des antioxydants, avec des graines. On a parlé des graines, c'est excellent, les graines, les épices aussi, le curcuma, les condiments qui sont des antioxydants, des herbes aromatiques. Toutes les herbes aromatiques ont des bienfaits et des valeurs nutritionnelles insoupçonnables. Donc c'est vraiment très très important d'avoir une belle table, et ça nous empêchera pas de perdre du poids, sans oublier qu'il faut vraiment bouger. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller en salle, payer, etc. On peut bouger juste dans le quartier, faire de la marche quotidienne, 1 heure de marche quotidiennement suffit largement pour avoir un bon équilibre et à perdre un peu de poids. Et boire beaucoup d'eau, ça c'est important, c'est la chose la plus difficile. Bien s'hydrater.
l'hydratation, malheureusement, les personnes ne s'hydratent pas beaucoup. Pour prendre de l'eau le matin, pour réveiller nos organes, parce qu'on est tous déshydratés au réveil, prendre de l'eau avant les repas, avoir au moins nos 2 litres, voire 3 litres en fonction du gabarit de la personne par jour, etc. Et ça, c'est des petits points qu'on peut gérer, hein. C'est pas très difficile, il suffit d'avoir un peu de volonté. Beaucoup de fruits, là on voit les fruits gorgés d'eau, oui, bien sûr, et là encore, après les fruits, ça apporte beaucoup d'eau parce que c'est succulent. Oui, c'est très bon, puis c'est sucré, mais après il faut aussi, tout est dans la modération, même par rapport aux fruits, il faut penser à en manger, il n'y a pas de souci, mais ne mettez pas un saladier de pastèque ou un saladier de raisin à 21h ou à 22h, et puis on se dit, ah bah moi j'ai dîné avec des fruits, mais ça reste bien sûr, ça reste un excès, ça reste du sucre. Bien sûr, on a voulu que vous soyez avec nous parce que c'est la journée aussi de l'alimentation, donc favoriser bien sûr tout ce qui est aliments naturels, tout ce qui est donc bien fait, tous ces produits de la terre qui sont très bons. Et aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup souffrent de la faim dans le monde, on s'arrête devant ces personnes, on s'arrête aussi donc devant toutes ces personnes qui n'arrivent pas à se nourrir quotidiennement et ne pas avoir accès à toutes ces bonnes choses. Et dire que certaines personnes les ont devant eux et n'en profitent pas. C'est vrai, effectivement. Dans le monde, il y a tellement de gens qui n'arrivent pas à s'alimenter correctement, avoir un déjeuner dans le monde, en Algérie y compris. Et ça provoque des carences, énormément de carences. Des carences, donc une diminution du calcium, des problèmes osseux, des problèmes de concentration, des chutes de cheveux, des anémies, etc. Et ça, malheureusement, nous, comme vous dites, là, on a la chance d'avoir beaucoup. C'est peut-être pas à la portée de tout le monde, mais enfin, on peut manger des œufs qui sont vraiment à la portée de tout le monde. On peut manger certains légumes. C'est pas parce qu'on n'est pas riche qu'au contraire, les légumes, c'est moins cher que des protéines. Et d'ailleurs, je rebondis sur ça, en période de printemps et d'automne, ce serait bien de faire des petites cure de détox où on arrête complètement les protéines, on va manger que des fruits et légumes. Exactement. Et ça, arrêter la viande. Arrêter la viande au moins pendant 5 à 6 jours, rouge, toutes les viandes, toutes les protéines. Ça nous permet d'un petit peu de boire beaucoup d'eau avec des boissons détox et manger des légumes. On n'est pas obligé de manger des légumes à la vapeur ou des crudités, c'est aussi bien, mais on peut manger des légumes comme nos mères le font, en ragoût de légumes, en jardinière de légumes, en tchouka, en plein, en ratatouille, etc. On peut manger comme ça et ça fait du détox. Seulement, il ne faut pas cuisiner avec trop de matière grasse, et cuisiner avec de l'huile d'olive en l'occurrence. Même ça, il faut cuisiner avec un peu, une cuillère à soupe. Et après, sur notre assiette, on peut mettre un peu d'huile d'olive qui sera, avec toutes ces valeurs nutritionnelles qui sont excellentes pour la santé. Et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, beaucoup favorisent le jardinage, donc avoir son propre jardin potager et manger ses propres fruits et légumes. Ça, encore une fois, ça apporte beaucoup de plaisir. Bio, sans pesticides, sans tous ces artifices qu'on met sur nos fruits et légumes. Et là, avoir un petit potager, avoir la chance d'avoir un petit potager, même sur des terrasses, les gens font des petits potagers. Donc, c'est possible. Avoir des herbes au moins, du basilic, de la coriandre, du persil, etc. Donc, on peut avoir toutes les herbes dans notre petit jardin ou dans nos petites terrasses. C'est vraiment faisable. Et ça donne, comme je disais, des valeurs nutritionnelles et des antioxydants qui n'ont pas qui font beaucoup de bien. Voilà. Alors, une dernière intervention. On a beaucoup parlé donc du cancer ces derniers temps. Aujourd'hui aussi, j'avais dit que vous alliez donner peut-être un régime adapté à ces personnes qui suivent aussi une cure donc chimio et donc des traitements. C'est vrai. C'est l'Octobre Rose et je rebondis pour insister sur le fait qu'il faut se faire dépister, que toutes les femmes doivent se faire dépister. Pour moi, c'est pas seulement à 40 ans, mais pour moi, c'est à tout âge, à partir de 20 ans. Il faut pas être obsédé de ça, mais il faut quand même se palper et se dépister et faire des mammographies pour pouvoir ne pas en arriver, parce que c'est un cancer très gérable. Malheureusement, lorsqu'il est dépisté tard,
il reste dangereux. Donc oui, effectivement, en période, c'est pour ça que je parle du détox, effectivement. Donc quand on a un cancer, et en particulier le cancer du sein et tous les cancers déjà, d'ailleurs, il faut éviter le sucre. Donc il ne faut pas les nourrir. Il ne faut pas nourrir ces cellules cancéreuses et elles se nourrissent de sucre. Donc quand je dis sucre, je veux dire le sucre, le pain blanc, le riz blanc, les pâtes, tout ça c'est du sucre. Donc ce serait intéressant de ne pas prendre de sucre blanc déjà, de ne pas sucrer par exemple ces boissons et favoriser évidemment les légumes et les fruits et surtout les légumes verts en particulier. Donc il faut manger beaucoup de légumes, éviter trop de protéines, mais on a le droit d'en prendre. C'est pas parce qu'on a un cancer qu'on va rester, parce qu'on a besoin de tous les bienfaits des protéines, en particulier les poissons. Donc favoriser les poissons aux viandes rouges et au poulet. Donc les poissons qui ont des valeurs nutritionnelles et des oméga 3. Donc c'est très important. Et surtout, manger beaucoup de fruits et légumes. La rémission sera beaucoup plus lente et la guérison sera beaucoup plus rapide. Donc prenez des légumes, prenez beaucoup de légumes, cuisinez-les comme vous voulez. Seulement, il ne faut pas que ça soit des légumes trop cuits. Il faut qu'ils restent quand même croquants pour maintenir leur valeur nutritionnelle. Boire beaucoup d'eau. Éviter le pain blanc, manger du pain complet, même si le pain complet reste, il y a un indice glucidique aussi autant aussi élevé que le pain blanc, mais n'empêche que son absorption est beaucoup plus lente et donc ça permet aussi une sécrétion d'insuline beaucoup plus ralentie. Donc il est très important de manger des produits, quand il s'agit des céréales, des glucides, du pain complet, du riz complet, maintenant il y a tout, et des pâtes de blé complet, et quand il s'agit, manger beaucoup de légumes, manger 2 à 3 fois par semaine du poisson, et ça suffit largement. Très bien, merci pour tous ces Merci beaucoup Linda Ounia, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Pour parler bien sûr de notre hygiène de vie et surtout comment bien s'alimenter, c'est les conseils de notre nutritionniste ce matin. À très bientôt. Merci. Voilà. Allez, on vous offre une belle chanson de Mansour Bachazi qu'on salue d'ici. On lui dit à très bientôt, j'espère avec un nouvel album, pourquoi pas, il chante Kunna Mejma'in. تفكر ذاك الزمان شوف كاش ولا المكان كبرنا ونسينا جاز الوقت جات وقعدوا ذكريات كانت الطريق طويلة ذاك الوقت ظهرت لنا قرينا ولعبنا شفنا عوام جايزين وحلفنا ما بيناتنا نبقى كلنا مجمعين الوقت اللي رانا فيه ما يسمح لك تستهزأ بالعقل رانا نسينا الكلمة نسينا القول وش كان يبان بيض ولا كل شي سود تبحرنا في خدمتنا خمو في الماء اللي بقالنا رانا مسافرين فات طريق طويلة واحد ما يونس فيه تفكر كي كنا كلنا مجمعين C'est une très belle balade musicale avec Mansour Bachazi. On reçoit donc notre amie Fatma Zohra Marzougui qu'on a toujours plaisir à recevoir. Bonjour Fatma Zohra. Merci, tout le plaisir est pour moi. Comment ça va? Très bien. Vous allez bien? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. La dernière fois qu'on s'était parlé, c'était par téléphone. Absolument, c'était durant le confinement oblige, vous étiez à Blida, donc vous aviez donc communiqué depuis votre téléphone et Skype d'ailleurs, on vous avait parlé. Alors, vous êtes représentante de la cellule de communication de SADEX, c'est donc la Société algérienne de distribution d'électricité et de gaz, et vous êtes venu nous parler donc de l'échéancier, donc c'est-à-dire que les ménages donc devront s'acquitter de leurs dettes.
c'est cela? Absolument. Donc, la Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz, SADEG, a lancé à partir de... il y a une semaine pratiquement, une grande campagne de sensibilisation à l'encontre de sa clientèle, notamment les clients ménages, pour s'acquitter de créances qui s'élèvent aujourd'hui désormais à plus de 171 milliards de dinars et qui ont évolué depuis la fin de l'année avec un taux d'évolution. Ils ont connu, donc ces créances ont connu un taux d'évolution de plus de 300% par rapport à la fin de l'année 2019. C'est ça. Donc ça, c'est un peu cette les campagne que vous êtes conséquences, en train de... cette situation qui est vécue par la société, c'est les conséquences d'une décision qui a été prise par la société, une décision qui s'inscrit dans la solidarité de la SADEG avec sa clientèle au niveau national durant la crise liée à la pandémie du coronavirus et conformément à laquelle nous avons suspendu toute coupure pour impayés pour la clientèle, notamment les clients ménages. Donc c'est une décision qui est rentrée en vigueur à partir du mois de mars, qui continue jusqu'à aujourd'hui. Nous tenons toujours à cet engagement envers notre clientèle, mais vu la situation financière dans laquelle se retrouve la société aujourd'hui, donc nous très difficile. Absolument. Donc nous essayons un peu de sensibiliser, de faire appel au sens de responsabilité de notre clientèle, justement de la clientèle de SADEG, pour éviter une plus grande accumulation de ces factures. Voilà, vous avez fait un geste de solidarité extrêmement donc, formidable, on va dire, envers donc, vos abonnés. C'est-à-dire qu'en raison donc, de ce confinement, de cette pandémie, pour éviter le flux au niveau donc, des agences de Sonelgaz et donc de votre société SADEG, vous avez donc arrêté donc, ce paiement. Les gens ne partaient pas, on ne leur coupait pas l'électricité. Absolument. Tout simplement. Donc, le paiement ne s'est pas arrêté parce qu'il y a d'autres clients qui ont continué à s'acquitter de leurs factures. Ils ont utilisé les différents modes de paiement qui ont été mis à leur disposition, notamment durant le confinement. Donc c'était à partir du site web de la société, le www.sadeg.dz. Et ceci dit, donc, durant cette période, il y a bon nombre de clients pour des raisons qui sont peut-être économiques, parce que après on est conscient que cette crise a eu touché tout le monde. Absolument, elle a eu des effets sur la situation financière de la famille algérienne. Nous avons été compréhensifs par rapport à ça, et c'est pour ça que aujourd'hui, justement, nous sensibilisons la clientèle pour ne pas laisser une plus grande accumulation de ces factures et de ces montants. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé cette campagne de sensibilisation qui est menée à travers des spots sur les radios locales, notamment des opérations de porte-à-porte qui touchent les ménages, les petits commerces, pour inciter les gens à se rapprocher, donc déjà à utiliser les différents modes de paiement, parce que même par rapport au Covid, donc nous privilégions l'utilisation de ces modes de paiement à distance, que ce soit via le site de la société, au niveau des bureaux de poste, pour un peu désengorger les agences commerciales. Ceci dit, nous avons quand même pris toutes les dispositions sanitaires par rapport à la propagation du Covid au niveau des agences commerciales. La distanciation est obligatoire, le port du masque. On l'avait vu déjà, également. Quand la pandémie était sur son plus haut point, Blida était confinée, vous nous avez envoyé des images, des photos sur justement toutes ces précautions que vous avez prises, donc, pour ce qui est donc, de nettoyage, donc, de précautions aussi à prendre au niveau des agences, etc., pour permettre à vos clients de pouvoir venir payer dans des conditions les meilleures des conditions possibles. Dans des conditions favorables par rapport à la pandémie. Tout à fait. Vous avez même fait appel tout récemment pour cette opération à une société privée qui va devoir se déplacer. Oui. Pour aller vers les ménages, etc. Pour aller vers voir. C'est-à-dire, on fait appel à des associations, notamment des associations de consommateurs,
qui nous accompagnent justement pour sensibiliser la clientèle par rapport au paiement de leurs créances. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 171 milliards de créances de la SADEG envers ses clients, nous avons 63 milliards qui sont des créances de privés et dont la plus grande partie est détenue par les ménages. D'où l'importance de cette campagne de sensibilisation que nous menons, parce qu'aujourd'hui, ces créances ont un impact sur la trésorerie de la société, ils ont un impact sur la pérennité des revenus des différents intervenants, parce que nous ne travaillons pas seuls, nous avons aussi des sociétés, des entreprises préqualifiées qui travaillent avec nous. Donc cette situation financière aura un impact sur la pérennité des revenus de toute cette chaîne d'intervenants au niveau du raccordement de l'électricité et du gaz. Ce que je voudrais aussi rajouter, c'est que en plus de cette disposition qui a été prise par la société pour accompagner sa clientèle durant le confinement, donc nous avons privilégié pendant cette période de retenir les équipes d'exploitation pour assurer la continuité et la qualité de service, notamment durant le confinement. Durant cette période, en dépit des contraintes, donc nous avons quand même réussi à raccorder plus de 181 000 clients à l'énergie électrique et 164 000 plus de 164 000 nouveaux clients depuis le début de l'année. Donc vous voyez un peu que cette situation de confinement, vous avez continué à travailler, absolument, bien sûr, nous avons continué à travailler, à assurer notre mission quotidienne sur le terrain, partout dans le pays. Avec les nouveaux logements aussi. Absolument, les nouveaux logements, et puis il y a aussi l'été, donc nous n'avons pas perdu de vue le passage de l'été où on a mobilisé quand même plus de 10 milliards de dinars pour le renforcement du réseau électrique avec un peu plus de 760 postes de transformation électrique MTBT et plus de 2900 kilomètres de réseau de distribution moyenne tension, ce qui nous a permis un peu de passer cet été. Donc c'est vous dire un peu que nous avons fait de notre mieux, en dépit des contraintes, d'assurer la continuité et la qualité de service en toutes circonstances. Aujourd'hui, nous en appelons, comme je l'ai dit au départ, au sens de responsabilité de notre clientèle, de chacun, pour s'acquitter de cette créance qui finalement représente une consommation d'électricité et du gaz qui sont restés disponibles tout au long de cette période. Il n'y a pas eu de coupure. Comme vous le disiez, il faudrait donc que les ménages, vos clients, soient compréhensifs et disent voilà aussi, ils nous ont aidés dans une période assez difficile, on leur doit aussi, nous aussi, ce revers. Donc on doit aussi les accompagner par la même occasion, bien sûr, s'acquitter de leurs dettes et payer bien sûr ce qu'ils doivent à l'entreprise. Oui, alors pour ce faire, nous proposons à la clientèle différents modes de paiement. Comme je l'ai souligné au départ, donc, il y a le paiement en ligne via la carte interbancaire. Il y a aussi la possibilité de payer sa facture d'électricité et du gaz au niveau des bureaux de poste. La SADEG permet aussi à la clientèle d'utiliser les cartes interbancaires pour payer au niveau des agences commerciales par TPE, donc sinon pas de liquidité. Il y a également la possibilité qui est offerte aux clients au niveau national de payer sa facture d'électricité là où il soit. Donc la SADEG dans les différents bureaux. Absolument. La SADEG compte 378 agences commerciales réparties sur le territoire national. Le client peut se rapprocher de n'importe quelle agence pour payer sa facture. Et puis, ce qu'on offre à notre clientèle aussi par rapport à cette situation particulière, des orientations ont été données aux directeurs d'agences commerciales vu leur relation de proximité avec les clients, d'être regardants pour l'établissement de calendriers de paiement qui seront négociés
Très bien. Au cas avec par cas, le client, avec le client. au cas par cas, Très bien. tout en tenant compte le montant de la facture, le nombre de factures, et puis aussi le niveau de solvabilité du client, donc C'est son sûr. historique envers la clientèle. Très bien. En tout cas, vous avez très bien expliqué. Et j'espère qu'aussi le téléspectateur aussi aura bien compris donc l'importance donc de cette communication, l'importance aussi de s'acquitter de ses dettes. Merci beaucoup. C'est moi qui à vous remercie pour l'invitation. Fatma Zohra Merzougui, je rappelle que vous êtes donc représentante de la cellule communication de la SADEG à la Société algérienne de distribution d'électricité et de gaz. Merci, bonne chance pour ce que vous faites, bon courage. Pour cette opportunité que vous nous offrez à partir de votre émission. C'est gentil. Pour nous adresser aux téléspectateurs, faire passer ce message. On Très espérera et grâce à vous, de l'écho. on est chez chaque foyer. Grâce à vous, on est aussi capté aussi chez les ménages. Eh bien, restez avec nous, on va prendre un appel. On va en Italie cette fois-ci retrouver notre ami Nordine Amirouche. Bonjour Nordine Amirouche. Vous m'entendez? Aujourd'hui, nous allons célébrer la journée internationale de la canne blanche partout dans le monde. Et, blanche, oui. Oui, tout à fait. Et Monsieur Nordine Amirouche, vous êtes le président donc, de cette association Une canne pour l'Afrique. On a eu plusieurs fois le plaisir de vous recevoir sur notre plateau. D'ailleurs, vous veniez pour faire des communications et des sensibilisations pour rassembler des fonds et aider donc ces personnes qui ont besoin, des personnes nécessiteuses, malvoyantes, qui ont besoin donc beaucoup de matériel. Oui, bien sûr. Je viens depuis 19 ans. C'est la 19e année Tout à fait. que je viens en Algérie. Personne en Algérie pour le problème des non-voyants. Mon association s'appelle Une canne pour l'Afrique et on a fait à peu près une trentaine de wilayas. Oui. On a fait plus le sud que le nord. On a fait à Alger, on a fait mon premier don a été à Tizi Ouzou, ou la ville où je suis né. Et on ramène du matériel scolastique pour les enfants. Et on essaye d'aider les non-voyants à devenir indépendants surtout. Pardon. Indépendants, plus pouvoir se mouvoir facilement dans la société. Oui, indépendants. Et l'accessibilité à ces personnes. Voilà. Souvent, je prends des non-voyants en Algérie, je les ramène à Boulogne pour faire des stages. Ils font un stage de 10 jours dans un institut très, très reconnu en Italie qui s'appelle Institut Francesco Cavazza. C'est un des plus importants instituts en Italie. Oui. Et ils viennent faire des stages ici pour apprendre à devenir autonomes, indépendants, comme vous l'avez dit. Et ils font une formation et ils sont hébergés chez moi. J'ai un petit appartement, je les héberge. Ils ne paient rien pour la formation, ils sont pris en charge par l'Institut et par mon association. Ils payent seulement le billet d'avion d'Alger à Rome, de Rome à Boulogne. Bien sûr, on est à Boulogne. Et on essaye de créer un pont entre l'Algérie et l'Italie pour les non-voyants. Depuis 19 ans, en tout cas. Oui. On a beaucoup de problèmes. C'est difficile en Algérie parce qu'il y a beaucoup de bureaucratie. J'ai un projet, on a essayé de créer un jardin sensorial à El Guerara avec un Hayat, de le construire. Et un autre projet très important sera à Oran, exactement à Inetok, dans une école qui a été récupérée. C'était une école des Sœurs Blanches. Elle a été récupérée. On doit, Inch'Allah, comme on dit en Algérie, Inch'Allah, on doit créer un camp. Oui. C'est dur. La connexion n'est pas très bonne,
C'est dommage. Avec Monsieur Amirouche aujourd'hui, qui est le président donc, de l'association Une Canne pour l'Afrique, on a pu voir avec lui tous ces efforts qui sont consentis, qui sont faits par lui, c'est aussi son équipe, les membres de l'association, pour assurer ce pont qui existe entre Bologne et surtout l'Algérie. Il a sillonné, comme il vous l'a dit, une trentaine donc, de régions d'Algérie pour assurer et surtout offrir des cannes, offrir aussi du matériel didactique, de cognitif, sensoriel, d'utilisation donc pour ces malvoyants surtout et les accompagner. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites, monsieur Amirouche. On vous dit à très bientôt. J'espère que bientôt vous reviendrez pour nous faire donc ces galas, toujours dans l'intention de rassembler des fonds. Merci à vous. À très bientôt. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Allez, bonjour, bonne journée à mon pays et bonjour à tout le monde et bonjour à vous. Allez, bonne journée. Au revoir. Merci, c'est très gentil. Eh bien, voilà, à très bientôt. On continue notre programme. On va recevoir tout de suite donc notre dernier invité qui va nous parler, bien sûr, de cette campagne autour du Covid-19. On se retrouve juste après ça. Sur le plateau, on termine avec l'association, comme je l'ai dit, comment donc une campagne de sensibilisation autour du Covid-19. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Fadela Rabhi. Bonjour. Bonjour Comment Madame Amel, ça va, je vous remercie. Voilà, très heureuse d'être avec vous. Là, vous êtes la présidente de l'association algérienne, donc Association pour le patrimoine, l'environnement et le développement donc, humain. Et là, vous menez une campagne. Mais avant, vous vouliez nous présenter votre association surtout. Oh oui. Avec plaisir. Donc, tout d'abord, bonjour. Merci pour l'invitation et l'excellent accueil. Oui. Et en mon nom et au nom de tous les adhérents de l'Association pour le patrimoine, l'environnement et le développement humain, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, je salue nos chers téléspectateurs et téléspectatrices de Canal Algérie, où qu'ils soient, sans oublier le staff technique et vous, Madame Amel Almi, et notre réalisatrice, Madame Wafa Rouaté. Vous avez oublié personne, c'est gentil, merci beaucoup. Alors, c'est une association Alors, c'est une association algérienne, comme je le disais, pour le patrimoine, l'environnement et le développement humain, une organisation non gouvernementale nationale à caractère social et éducatif, agréée depuis, existe depuis 1994 et agréée depuis 2012. Alors, parmi ses objectifs, promotion humaine et préservation de l'environnement, la renaissance et la valorisation du patrimoine algérien, protéger les coutumes et traditions nationales, inventaire et énumération des monuments historiques, lutter contre les maux sociaux, lutter contre toutes les formes de pollution de l'environnement, organisation de campagnes de sensibilisation à la santé, lutter contre le terrorisme routier dans le cadre de la prévention routière. D'accord. Alors tout ça, vous le faites au quotidien au sein de votre association
Et cette fois-ci, vous avez voulu mener aussi une campagne. Alors cette campagne a débuté, donc c'est une campagne pour lutter contre pour prévenir contre le Covid-19. Le Covid, aujourd'hui, beaucoup donc de personnes en parlent, sensibiliser autour donc de l'hygiène. Donc vous avez mené cette campagne où et comment et avec qui? Alors, ça a commencé en France. Bon, on était bloqués, mon mari et moi là-bas, à cause de la pandémie. Donc, comme on m'a surnommé le sirop de la rue. C'est le neveu de mon mari. Donc, mon mari s'est inquiété. Il m'a dit, il faut qu'elle bouge, sinon elle va, elle va exploser. Alors, grâce aux relations de mon mari, qui m'a mise en contact avec des associations françaises, j'ai réussi à participer à l'une de leurs actions de sensibilisation qu'ils ont menées sur la Covid-19. Donc, j'ai pu constater 2 éléments essentiels dans pour la sensibilisation des usagers de la route. La première, c'était la présence du corps médical, des médecins biologistes pour faire des tests PCR. Et la deuxième, c'était la distribution de masques restant dans les normes de l'OMS. En arrivant en Algérie, j'ai pensé à organiser la même chose pour pouvoir sensibiliser le peuple algérien. Alors, le but de cette campagne qui aura lieu le 17 octobre samedi matin à la PC de Stawali. Et le but, c'est de toucher un maximum de gens et leur faire comprendre que cette pandémie doit être prise très au sérieux. Donc le 17, comme je disais, 17 octobre qui coïncide avec la journée mondiale du 17 octobre 1961, qui est organisée par la PC de Stawali. Nous participons à cette commémoration de cet événement historique vers 8h30 samedi, et ensuite vers 9h30 nous menons notre action contre la Covid-19 au niveau de la placette des Dauphins Stawali. Donc il y aura à nos côtés des médecins. Je fais la même chose que là-bas, sauf que le PCR n'existe pas. Ils m'ont dit c'est pas la même mentalité. Je le répète ici à l'antenne. Bon, alors madame, il y aura à nos côtés les médecins, et je remercie vivement le PSP de Zeralda, le DSS Monsieur Kandil et madame Khalef de Stawili, qui va mettre à la disposition de l'association des médecins pour sensibiliser les co-citoyens. D'accord. Alors, on distribuera aussi. Vous êtes bien énergique, alors en nous donnant toutes ces informations. On a pu vivre depuis le début donc, de cette pandémie le travail de nombreuses associations sur le terrain. Alors vous aussi, vous venez avec surtout votre courage, votre engagement envers donc, tous les citoyens qui vont être sensibilisés. C'est très important donc, de parler donc, de ces gestes barrières, de parler aussi de ces actions de sensibilisation sur le terrain. C'est vrai que les associations ont été aussi extraordinaires pour mener donc, des actions, aussi apporter donc, des denrées alimentaires aux personnes qui ne pouvaient pas se déplacer. Tout ceci a été bien organisé, bien mené sur le terrain avec donc, des jeunes qui étaient disponibles, qui ont pris de leur temps, ils ont pris des risques, ils étaient sur le terrain quotidiennement. C'est ce que vous allez faire? Vous êtes nombreux au sein de votre association, pareillement? Oui, nous sommes plus d'une dizaine de personnes à être présents le jour J en collaboration de la PC de Stawili, que je remercie. Oui, ils nous ont ouvert les portes. J'imagine. Alors on va voir ensemble justement un spot qui nous permet de voir comment est-ce que donc, ce virus se propage et surtout les gestes barrières, c'est très important. Regardez.
Voilà, ce sont donc des spots qu'on a pu passer, repasser toujours pour sensibiliser les téléspectateurs, sensibiliser aussi la population à donc bien agir avec cette Covid-19 bien entendu. Et c'est ce que vous allez faire le 17 donc, de ce mois, n'est-ce pas? Au niveau de l'APC de Stawali. Alors beaucoup donc de gestes de sensibilisation, vous m'avez dit. Vous avez même l'intention de distribuer des bavettes. Si vous permettez, Madame Amel, on va distribuer des masques bavettes, masques ou bavettes, dans les normes de l'OMS et des slogans, des flyers, des gestes barrières. Donc le masque, il faut l'expliquer aux téléspectateurs et téléspectatrices. Le masque a 3 plis. C'est un masque antibactérien constitué de 3 couches, 2 couches non tissée et une couche au milieu qui est le filtre antibactérien qui sert à protéger contre les bactéries. Ce masque est fabriqué en Algérie par Cathy Pharm dans les normes de l'OMS. Très bien, parfait. Alors tout ça va être distribué, expliqué. Vous aurez aussi des spécialistes sur place, des médecins qui vont répondre aussi à certaines interrogations, des passants, des Algériens qui vont venir aussi s'informer autour donc, de cette rencontre que vous allez mener, cette campagne de sensibilisation. Et on pourra aussi, voilà, on m'a dit qu'il y aura donner des conseils, surtout les médecins qui vont... C'est les médecins, c'est très important parce que c'est leur rôle. Donc, ils sont du domaine, c'est à eux de sensibiliser pour ce genre de sensibilisation. Ce que je voulais dire, on m'a dit qu'il y aura beaucoup de monde parce qu'on a la chance de participer à l'événement mondial du 17 octobre 61, qui est organisé par l'APC. Donc, on va profiter de garder ce monde-là pour nous aussi, pour la sensibilisation. C'est une commémoration. Alors, on a vu aussi des photos, vous nous avez ramené aussi des photos de vous, de l'association, cette mobilisation avec différents membres de l'association qui sont au quotidien. Oui, là, c'est avec, dans l'association, nous avons plusieurs missions. Ça, c'est Nawel Zawar qui est chargée de la mission sportive et c'est une boxeuse internationale. Et là, elle a fait, dans l'une de nos actions, elle a fait un gala de boxe féminin. Combat féminin. Très bien, très bien. Voilà. Alors, beaucoup donc, de membres d'associations se joignent à vous pour faire vivre et surtout vous accompagner au quotidien pour différentes causes. Cette fois-ci, c'est une cause donc, de sensibilisation médicale. Mais sinon, vous êtes sur différents terrains. Là, c'est une belle photo aussi. Oui. C'était avec les sportives. Voilà, les sportives. En tout cas, bon courage. Il y a différentes campagnes. Hein. Il n'y a pas que sur le sport. Il y en a eu sur l'environnement, d'envergure nationale, organisées par le ministère de l'Environnement. On a participé plusieurs fois sur les plages, le nettoyage des plages, voilà, du plastique, je veux dire, voilà. Sur les plages. Et il y a eu beaucoup d'actions menées par notre association. Voilà, on aura l'occasion peut-être de parler d'autres de vos actions à chaque fois que vous viendrez bien sûr sur notre plateau en parler. Aujourd'hui, c'était pour la Covid-19. En tout cas, bonne chance pour cette action. Ça sera donc ce samedi au niveau donc, de l'APC de Stawali. J'en ai bien besoin, Madame Amel. Merci beaucoup à vous. Je vous remercie. À très bientôt. Restez avec nous. On va juste le temps de présenter cette nouvelle revue, donc éditée par l'ONCI, le ministère de la Culture aussi fait savoir que donc aujourd'hui vous aurez la chance d'avoir une nouvelle revue qui apparaîtra au niveau donc de vos kiosques. Un hommage à Hasni, Allah yarhamou, cette fois-ci première page. En tout cas une très belle revue avec différents articles concernant la culture algérienne. Voilà, alors un hommage à Hasni, Allah yarhamou, qui donc nous a quittés. Voilà, ça s'appelle Founoun, art. Voilà, bienvenue en tout cas à cette revue qui va aider les artistes à être plus visibles encore une fois et toute cette culture va rayonner, Inch'Allah. Alors on termine avec aussi les bacheliers.
Beaucoup de collègues nous ont envoyé donc des noms et surtout des félicitations à faire. Halalou Abir qui a eu donc son bac avec 17,85 de moyenne, bravo. Oubahi Amin 13,80, bravo encore. Bendedouche Souhila qui présente ses félicitations à sa nièce Boudella Ahlam, bravo à elle. Et puis Mehdi Hammer aussi qui a eu son baccalauréat, le fils de notre collègue Fafoucha, bravo aussi à tous ces bacheliers. Et puis on leur souhaite beaucoup de succès pour leurs études universitaires. Et puis à très bientôt. Voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. Merci à toute l'équipe. J'espère que vous avez apprécié ce passage avec nous. On se donne rendez-vous demain, 9h avec Nour Houda Bouzegaou. À très bientôt, à la semaine prochaine.